Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir avec vous sur une expérience que beaucoup ont faite durant la période de confinement et de façon plus générale à un moment donné de l'existence. Je voudrais vous emmener dans un voyage au bout de l'ennui. Le 18 juillet 1847, Alphonse de Lamartine, qui n'était pas seulement poète, mais qui était aussi un homme politique, déclara aux députés de son pays « La France s'ennuie ». Et quelques mois plus tard, eut lieu une grande révolution que l'on connaît. Cependant, la France d'alors vivait dans une toute autre mentalité que la France d'aujourd'hui. On n'avait guère le temps de s'ennuyer. La vie dans les champs était rude. L'engendrement et l'éducation de nombreux enfants également. On n'avait donc pas beaucoup de temps pour s'ennuyer, et quand on s'ennuyait, cela posait vraiment pas de problème. Cet ennui était perçu comme une sorte de repos bienfaisant et réparateur. L'ennui, en fait, était un état réservé à ceux qui en avaient les moyens. Il apparaissait comme un signe extérieur de richesse, dirions-nous aujourd'hui. Certains romantiques ont développé à cet effet un art de bâiller sa vie. Il faut le faire, un art de bâiller sa vie. C'est-à-dire de rechercher volontairement l'ennui pour s'en délecter. Mais les choses ont changé après la Seconde Guerre mondiale, en particulier en Occident. Je base ma réflexion surtout sur l'expérience occidentale de l'ennui. Il serait passionnant de la comparer à l'histoire de l'ennui au Japon ou en Chine, par exemple, au Bénin. Le rapport au temps et à l'action n'est pas le même. En Occident, donc, on est entré peu à peu dans une société de l'hyperaction, de l'hypersollicitation, de l'accélération continue, du tandem insatiable entre production et consommation, du mouvement pour le mouvement, avec la promotion de l'idéal du nomade. Alors quand, dans le monde des jeunes, on ne dit pas « est-ce que tu viens chez moi ?» On dit « je passerai, oui, tu passeras, oui, oui, je passerai, oui, 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 je passe, on passe ». Pas seulement dans le monde des jeunes, de façon générale. On passe plus qu'on ne demeure. La suroccupation est devenue un véritable culte, du moins pour certains. Un agenda surchargé, dit Lars Svensson, qui est un philosophe norvégien qui a consacré une petite philosophie de l'ennui en 1999, tout un livre à ce sujet, dit ceci: un agenda surchargé est un signe de statut social élevé, alors que pendant longtemps, l'oisiveté et l'ennui avaient été la marque de l'appartenance à la bonne société. Le remplissage est devenu une norme sociale, remplissage du temps, remplissage de l'estomac, sauf si on est au régime, remplissage de l'esprit, remplissage de l'imaginaire, par Internet notamment. Il s'agit d'avoir toujours de nouveaux projets, d'être dans le mouvement perpétuel. On aligne une foultitude d'amis sur les réseaux sociaux auxquels on se sent tenu de répondre en temps réel. Aussi se plaint-on de ne plus avoir assez de temps à consacrer, notamment aux personnes qu'on aime, de se sentir un peu en dehors de soi-même, en dehors de la vie aussi des personnes qu'on aime, de subir sa vie plutôt que d'en être acteur. Par exemple, de ne pas voir suffisamment les enfants, de ne pas avoir suffisamment de temps pour voir les enfants grandir. Or, voici que soudain, sans crier gare, le confinement d'il y a quelques semaines s'est abattu sur le monde. Il fallait rester chez soi. Et une bonne partie de l'activité habituelle s'est comme bloquée, paralysée, enrayée. L'agenda s'est vidé, avec le délice des longues soirées libres. Les listes de to-do se sont vite épuisées, enfin pour certains, parce qu'après on se réinvente des listes de to-do. L'horreur, le vide a horreur du vide. Une large part de la population a été mise au chômage partiel, voire au chômage tout court. Un sentiment d'inutilité s'est abattu sur beaucoup.
notamment des personnes seules et un peu plus âgées. Renforcée par l'utilité sociale des autres. On voit des gens qui sont vraiment au cœur en train de gérer la crise, etc., qui sont profondément utiles, qui en font en série. En fait, ça renforce en fait, ce sentiment d'inutilité. Et moi, dans tout cela, quelle est ma place? Ma seule contribution à l'effort général, c'est bien pauvre. Pourtant, c'est important, c'est rester chez moi pour ne pas propager le virus. Une certaine monotonie s'est installée, soutenue par un horaire salutaire, mais qui est aussi répétitif. Les horizons se sont rétrécis aux 4 murs de l'appartement, au supermarché, à la rue et à un espace vert pour les plus chanceux. Pour certains, leur espace vert, c'est leur petit bac de fleurs qu'ils ont mis devant leur fenêtre. On a été contraint de demeurer au même endroit, dans un cercle de personnes restreint, quand on n'est pas seul, d'arrêter de passer. Beaucoup ont cherché refuge en vivant une bonne partie de leur existence sur le net ou sur leur portable. Aujourd'hui d'ailleurs, plusieurs experts prônent le minimalisme digital, condition du bien-être digital et du bien-être tout court. Bref, ce temps de pandémie a été celui du grand retour de l'ennui, qu'on pensait avoir éliminé sous une bonne couche d'activisme, conjuré une bonne fois pour toutes, du moins jusqu'à la maison de retraite, à laquelle d'ailleurs on n'ose pas trop penser. L'ennui est-il un mal absolu? Personnellement, je ne le pense pas du tout. Bien entendu, l'ennui peut ronger quelqu'un, peut le détruire à petit feu. L'ennui nuit. L'ennui nuit. Mais il peut également être l'occasion de ce que j'appellerais un repos métaphysique. Un grand terme que je vais expliquer. Quand il est bien conduit, il contribue à ressourcer la puissance créatrice de celui qui en est affecté. De ce point de vue, l'ennui dans lequel la pandémie a plongé une large part de personnes pourrait se révéler un atout précieux pour élaborer le monde de demain. Quel monde nous voulons? Et aussi, surtout, quel monde nous ne voulons plus? Quel monde nous ne voulons plus? Dans cette vidéo, je ne vais pas considérer comment faire, si vous voulez, quand on est dans l'ennui. Je l'ai développé dans 2 autres vidéos d'une demi-heure que vous pouvez, si ça vous intéresse, retrouver sur le site de Emmanuel Play. Elle s'intitule « Voyage au bout de l'ennui ». Dans cette vidéo, je voudrais simplement considérer la réalité profonde de l'ennui, offrir, si vous voulez, une sorte de petite métaphysique du bof, et aussi de son rapport au temps. Quand je m'ennuie, je fais l'expérience d'une insatisfaction par rapport à ce à quoi je passe d'ordinaire mon temps. Soudain, progressivement, ce que je faisais ne me dit plus rien. Et ce que je devrais faire en principe ne me dit pas grand-chose non plus. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne sais plus bien. La même chose qu'avant? Ça me dit plus grand-chose. Par moments, je n'ai même plus envie de vouloir. Je laisse donc ma volonté errer dans de multiples velléités superficielles, momentanées, volages. Je renonce en quelque sorte, ou je me laisse renoncer au pouvoir de ma volonté. Je vis dans un état, j'aime bien ce mot, qui est un peu philosophique, je vis dans un état de nolonté. Voilà, c'est une sorte de... c'est pas de paresse de la volonté, mais de ne plus vouloir, vous voyez. Puis avoir l'énergie de vouloir. Cet état s'accompagne de sentiments multiples, qui vont de l'indifférence au désespoir, en passant par la langueur, la perte de l'enthousiasme, l'apathie, un certain dégoût pour l'action et pour tout. Cet état procure une impression de vide, mais qui n'est même pas totalement vide. C'est bien ça le problème. Il n'est même pas totalement vide. Il donne du désagrément
qui n'est même pas totalement désagréable. Vous voyez, c'est une sorte de brouillard, de brouillage, de repères, de tout ce qui faisait que la vie me semblait passionnante. Ces états émotionnels que les psychologues peuvent analyser sont en fait le dessus d'un iceberg, car l'ennui est fondamentalement une réalité métaphysique. Il concerne chacun, chacune, dans son être profond. Mylène Farmer chante en ce sens un hymne à l'ennui d'être, à l'ennui d'être. Blaise Pascal témoigne de la même réalité en 1670. Ennui. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Fin de citation. L'ennui relativise tout. Il relativise mes engagements, même mes idéaux les plus sacrés. Il relativise certains plaisirs que j'ai recherchés jusqu'ici et qui à la fin m'ennuient, apparaissent comme fades. Je n'y trouve même plus de réelle satisfaction. Même le malheur m'ennuie. L'ennui est capable de relativiser même le malheur. Goethe écrit en ce sens, l'ennui est une mauvaise herbe, mais aussi une épice qui fait digérer bien des choses. Bref, l'ennui fait éprouver la vanité de toute grandeur et de toute misère. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Il met mon existence en crise. Il le remet en question. Il remet mon existence en question. De façon parfois très brutale. Il bouleverse ma petite vie, ou ma grande vie, je ne sais pas comment dire, mais enfin la vie que j'avais organisée, les objectifs que je m'étais fixés, ce qui faisait mon ordinaire, et même mon extraordinaire. Il fissure aussi les faux selfs que je me suis construits, et que finalement je finis par y croire et y adhérer. C'est un processus que les psychologues ont bien analysé. Il nous dépouille de nos illusions sur nous-mêmes et sur le monde. Ceci étant dit, ils peuvent aussi induire de nouvelles illusions. L'ennui nous dépouille d'illusions, mais aussi peut contribuer à fabriquer de nouvelles illusions. Quand il est bien traversé et bien conduit, l'ennui opère une critique vague et globale de notre mode habituel de vivre. Tout est bof. Même le bof est un bof. Ce bof généralisé jaillit non seulement de la volonté ou même de l'intelligence de la personne qui en est affectée, mais également de l'affectivité, de la sensibilité, de l'inconscient, du corps et de l'âme, c'est-à-dire du principe vital de chaque humain, du centre névralgique même de son existence. Bref, le bof de l'ennui s'empare de toute la personne, et ce, jusque dans son corps. On le voit notamment quand un enfant vient vous dire qu'il s'ennuie. Alors là, il prend une mine décomposée, il a son visage qui s'affale, s'affaisse, qui je m'ennuie, enfin oui, avec tout son corps. Oui, c'est une sorte de... Oui, c'est pas simplement une idée, c'est vraiment tout l'être qui vient se déverser dans cet ennui. Ce visage qui est caractéristique aussi de l'ennui, aussi ce regard. Ce serait intéressant d'analyser les regards des personnes qui s'ennuient. Car l'ennui ronge l'élan vital, le désir et la joie de vivre, la créativité. Il l'anesthésie, lui fait perdre sa vigueur. Il dévitalise les désirs dans les différents domaines de l'existence. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus déroutant, de plus douloureux même, et de plus inquiétant dans l'ennui. Ne plus rien désirer du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ne plus rien désirer du tout ? Se rapprocher dangereusement de la mort, de l'évaporation. Un cadavre ne désire plus rien. Oui. L'ennui opère donc une critique extrêmement puissante de l'existence humaine, une critique non seulement au niveau psychologique, mais aussi au niveau métaphysique. Ne pourrait-il pas être un excès de conscience ? S'interroge la philosophe Gemma Serrano, avec beaucoup de finesse.
ne porterait-il pas conseil? Car sa force critique est potentiellement une force de changement, voire de bouleversement dans l'existence de quelqu'un. Elle peut contribuer à lui ouvrir de nouveaux possibles. Seuls les humains éprouvent un ennui aussi radical, pas les animaux. Ça me fait penser dans une bande dessinée avec Gaston Lagaffe, où il a mis une vache dans son bureau, il l'a repeint en vert pour pas que sa vache s'ennuie, il lui a mis un petit train voilà, pour distraire sa vache. Mais en fait, voilà, la vache, quand on la voit dans un pré, n'a pas un ennui métaphysique. Voilà. Je pense que ça, c'est une caractéristique de l'humain. On peut dire que le propre de l'homme, c'est le rire, comme dit Bergson, mais on peut dire que le propre de l'homme aussi, c'est l'ennui. Car en dernière analyse, l'ennui est une expérience liée au mystère abyssal que chaque humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant porte en lui-même et dont il n'est jamais pleinement conscient. Nous ne sommes pas conscients pleinement, peut-être d'une petite partie, mais de l'immense grandeur des univers que nous portons en nous. Des univers voilà, psycho-biologico-spirituels. Cet ennui est donc le signe en creux de son désir d'absolu, du désir absolu de chaque humain. Un désir qui traverse tout son corps et toute son âme. Pas simplement son âme, mais tout son corps. Son corps, le corps humain est désir. Il agit à la manière d'un révélateur. Pas très agréable, évidemment. J'en conviens, et parfois franchement angoissant. Mais il agit à la manière d'un révélateur qui nous permet de prendre conscience de notre ouverture constitutive à l'absolu. Thomas d'Aquin, avec tant d'autres, parle du désir naturel de Dieu, du désir naturel de l'absolu. Alors ce Dieu, bon, beaucoup de gens ne savent pas très bien de quoi il s'agit, etc., mais c'est ce désir naturel de, voilà, que rien ne peut combler ici-bas sur Terre. Et l'ennui en témoigne étonnamment à sa manière. L'ennui instaure un nouveau rapport au temps. Il apparaît comme un trou dans la trame de l'existence de celui qui en souffre, une béance dans son histoire personnelle. On peine à se projeter dans le futur, comme l'expérience du confinement l'a donné à expérimenter à plusieurs. L'envie ou la force de faire des projets s'estompe. La mémoire du passé n'est pas convoquée. Tout au plus un vague imaginaire qui nous permet de vivoter, de survivre, etc., qui est voilà, une sorte de consolation, autoconsolation, mais c'est plutôt c'est pas la mémoire au sens fort du terme. Le présent n'arrête pas de durer. Il englue dans des heures qui passent tellement lentement. Le temps s'étire paresseusement, indéfiniment, sans qu'aucun événement n'arrive, ou du moins sans aucun événement vraiment digne de ce nom, qui mérite qu'on s'y arrête. Ne rien faire est difficile, car on ne sait jamais si on a fini. Intéressant comme petite maxime. Ne rien faire est difficile, car on ne sait jamais si on a fini. Bref, le temps de l'ennui est éprouvé comme un temps hors du temps, comme un ennemi à tuer. L'expression courante dit il faut tuer le temps. Alors que d'habitude, il faut gagner du temps. Ici, ça ne sert plus à rien de gagner du temps, il faut au contraire en tuer. Il faut faire passer le temps, comme on dit encore une autre expression. Ce temps qui ne passe pas, dans lequel rien ne se passe. Samuel Beckett a mis en scène ce genre de temporalité dans sa célèbre pièce de théâtre, en 2 actes, En attendant Godot, 1952. 2 vagabonds se retrouvent dans un lieu vague, à la tombée de la nuit. Ils attendent un certain Godot. Mais est-ce le bon jour et le bon endroit? Peut-être Godot est-il déjà passé. Que faire en attendant? À la fin du premier acte, Godot n'est toujours pas arrivé. Un jeune garçon apparaît, envoyé par l'absent pour leur dire qu'il ne viendra que le lendemain. Fin du premier acte. Au second acte, eh on a l'impression que c'est le premier acte est en train de se rejouer de façon peut-être plus rapide et avec quelques variations. Et à la fin de
ce second acte, c'est aussi la fin de la pièce. Le garçon de l'acte 1 revient et délivre le même message sans se souvenir être venu la veille. Finalement, l'un des vagabonds dit à l'autre « Allons-y » et il ne bouge pas. Voilà. L'ennui est donc ce que Vladimir Yankelevitch appelle un intervalle angoissant, un intervalle entre le passé et l'avenir. D'une part, il engloutit le temps, il le vole, d'autre part, il permet de changer de direction du temps et de son histoire. Du moins, il en donne l'occasion, ce n'est pas automatique. Quand on est en permanence dans l'action, on ne réfléchit plus forcément, on est comme sur des rails, une sorte de pilote automatique. On est en mode automatique et on se laisse conduire par les événements plutôt que ce qu'on conduit soi-même les événements. L'ennui oblige à prendre conscience qu'une autre façon de vivre est possible, que l'on peut changer certaines choses, même si celui qui s'ennuie n'a aucune envie de changer réellement quoi que ce soit pour l'instant. Aujourd'hui, je me suis levé avec l'envie de tout changer. Alors, j'ai commencé par changer d'avis et me suis rendormi. Pour conclure, je voudrais prendre l'image d'un sol en jachère. La jachère est une terre qui se repose, qui récupère des forces, des vitalités, qui se dispose paisiblement à une nouvelle fertilité, à la germination des futures pousses. À cet effet, une terre en jachère ne peut être abandonnée au chaos. Il faut continuer à l'entretenir en nettoyant les mauvaises herbes, en mettant du fumier, en effectuant plusieurs labours. Les labours sont là pour accélérer la minéralisation des matières organiques du sol, ce qui libère des éléments assimilables par les plantes. En français d'ailleurs, en vieux français, jachère signifie labourer. De même en est-il pour une personne ou une société qui s'ennuie. Son état n'est pas automatiquement régénérateur, transformateur dans le sens positif du terme, loin de là. Il peut être redoutablement déstructurant et déstructureur. Au lendemain de la crise du Covid, beaucoup de témoignages vont malheureusement dans ce sens. Si nous voulons faire de l'ennui une puissance recréatrice, il convient de continuer à entretenir avec patience et intelligence le champ de l'action passagère est sans aucun doute nécessaire. Je vous remercie.